We are in this economic development webinar on the topic of investment promotion and economic recovery due to the situation. The objective is to give you keys and answers on a different topic of interest. We have addressed many topics in the past about aftercare for investors, about diaspora, about digitalization of the services, about impact and sustainable development. Also, and today's this topic on support SME and startups. We will be speaking about recovery plans, and hopefully to give you some perspective to move on and to get inspiration from the others. Donc vraiment les objectifs de ces séminaires qui existent depuis maintenant un an, c'est de vous donner de partager sur une question d'actualité. On a parlé de pas mal de sujets au cours de l'année, d'aftercare pour soutenir les investisseurs, de digitalisation des services, de diaspora, voilà, d'impact, de comment développer les objectifs du développement durable grâce à l'accompagnement des entreprises. Voilà, et donc l'idée, c'est d'ouvrir une discussion sur ces sujets, de éventuellement vous donner des inspirations, vous mettre en œuvre des services et avancer sur ces sujets-là. Voilà, alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le directeur exécutif de l'IACE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise en Tunisie, qui est un membre de FEMIS, Monsieur Majdi Hassan. On a aussi l'honneur d'avoir avec nous Raphaël Simeoni, qui est la directrice générale adjointe de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud-est de la France, qui est en charge de l'économie, de l'emploi, de la formation, de l'innovation et des affaires internationales. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Hend Mohamed Hassan, du GAFI, de l'autorité des investissements en Égypte, qui est chercheuse senior en économie. So we have today Majdi Hassan from the Arab Institute of Businessmen in Tunisia, also a member of the FEMIS network. He's an executive director. We have also the deputy Raphaël Simeoni, deputy director general of the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur in France. She's in charge of economy, employment, training, innovation, and international affairs. And Mrs. Hend Mohamed Hassan from the General Authority for Investment in Egypt. She's a senior economic researcher. So let's start now with our topic on the support for SMEs and startups, which enterprise to sustain after the crisis. Allons-y. Donc effectivement, la crise Covid-19 qu'on connaît maintenant depuis plus d'un an a vu se déployer des plans de soutien des entreprises dans la plupart des pays au prix d'efforts budgétaires qui sont considérables. Ça a permis de limiter l'impact économique de la crise, mais en conséquence, on l'a vu, les défaillances d'entreprises ont parfois été décalées et parfois artificiellement. La question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces plans de relance sont soutenables en 2021? Est-ce qu'ils vont continuer? Et quelles vont être les priorités de ces plans de relance dans le cadre de l'après-crise? So the COVID-19 crisis saw the deployment of business support plans in most countries with considerably budgetary efforts. This allowed to limit the economic impact of the crisis, but as a result, business failures have sometimes been artificially postponed. So are this plan still sustainable in 2021? That's the question we have today. And what would be the priorities that should be adopted in the recovery plan? So, en cours de ce webinaire, donc on verra comment les secteurs les plus touchés ont impacté les différents pays méditerranéens, où se sont développées les opportunités pour l'avenir, et on essaiera de formuler des recommandations pour ces politiques de relance. Et pour ça, on a avec nous le plaisir d'accueillir Monsieur Majdi Hassan, directeur exécutif de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, qui est un think tank basé à Tunis et qui est membre de notre partenaire, le réseau FEMIS. In this webinar, we will see how the most affected sectors have impacted the different Mediterranean networks, where are the opportunities for future development, and we'll try to formulate recommendations for these recovery policies. So to enlighten us on these issues, we are pleased to welcome Mr. Majdi Hassan, the Executive Director of the Arab Institute of Business Leaders, which is a think tank based in Tunis and a member of our partner, the FEMIS network. Nous verrons aussi comment les autorités publiques, nationales et locales ont piloté leur politique de soutien aux entreprises au cours de la crise et comment ils l'envisagent pour l'après-Covid-19. Pour cela, on est très heureux d'accueillir Madame Raphaël Simeoni, je l'ai dit, directrice générale adjointe de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous avons également le plaisir de recevoir Madame Hend Mohamed Hassan, chercheuse senior en économie au GAFI,
l'autorité pour la promotion des investissements en Égypte. So we will also see how national and local public authorities have managed their business support policies during this crisis and how they envisage them for the post-COVID-19 period. To this end, we are very pleased to welcome Mrs. Raphaël Seguin, Deputy Director of the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. And we also are very pleased to welcome Mrs. Hans Mohamed Hassan, Senior Researcher in Economics at GAFI, the General Authority for the Promotion of Investment in Egypt. So to start right into the topic, so let's roll the video of Mr. Majdi Hassan, and then we have an exchange with him. Pour l'impact de la pandémie sur les pays autour de la Méditerranée, donc je me présente, Majdi Hassan, je suis universitaire et je suis membre du FIMIS, donc aussi conseiller exécutif de l'ISCE, qui est membre aussi du FIMIS. Donc je voudrais vous présenter donc un résumé des quelques travaux qui sont effectués par les membres du réseau et aussi donc les principaux résultats, et avec un certain focus sur la Tunisie, donc pour lequel on a fait un peu d'études d'impact sur différents domaines, que ce soit sur l'emploi, sur les secteurs, sur les indicateurs économiques et même sur la société civile. Donc, la crise du coronavirus a menacé les économies. Donc, nous avons eu un impact sur le cycle économique. C'est un choc d'offres et en même temps un choc de demande. Donc, c'est ce qui a abouti à le ralentissement, voire à l'arrêt de l'activité économique. Donc, ce choc-là, donc, il a fallu y résister. Donc, on va voir que les différentes mesures qui ont été prises en compte, ce sont des mesures justement pour absorber les conséquences de ce choc, pour pouvoir résister. Mais il y a des secteurs et des entreprises et des agents économiques qui ont été le plus sinistrés et peut-être le plus exposés, et aussi qu'ils ont bénéficié le plus des mesures de soutien. Il y a d'autres qui étaient plus marginalisés, et on va voir tous ces éléments-là en détail. Mais il faudrait avoir que les conséquences aussi ne sont pas aussi uniquement des conséquences de court terme, mais il y avait des conséquences sur la baisse de la croissance et aussi sur la baisse de la productivité. Et justement, donc, il y a un ralentissement en termes d'investissement, ce qui a abouti parce que les entreprises, ils sont en période d'observation, les opérateurs économiques, ils sont en période d'observation pour voir les évolutions de marché, les évolutions de l'offre, l'évolution aussi en termes de productivité, et surtout, il y a un élément qui n'est pas toujours cité, mais c'est le changement au niveau du comportement des consommateurs, parce que maintenant, en termes de besoins et en termes des habitudes de consommation, donc il y a un certain bouleversement dans les habitudes qui est en train de faire changer les marchés. Donc, toutes les prévisions qui sont faites sur des modèles et sur des prévisions qui ont un sous-bassement, qu'on a un comportement de consommateur qui va rester le même. Donc, on va avoir juste une reprise de l'activité économique qu'avant la crise. Donc, ils sont à prendre avec modération. Donc, l'impact aussi, donc c'est un impact financier. Donc, il faudrait savoir que les marchés financiers, ils étaient touchés pendant cette période-là. Et il faut voir aussi toute maintenant la création monétaire et le soutien qui a été fait par les autorités centrales. Ils ont aussi un impact qu'on va voir. Et nous sommes en train maintenant de voir, lorsqu'on est dans une phase de reprise, que les conséquences sont de plus en plus importantes, et le risque inflationniste est là. Donc, c'est pour ça que depuis même le mois de janvier, donc on a dit que le risque d'avoir le phénomène de stagflation donc est là, et c'est pour ça qu'il faudrait éviter de rentrer dans cette trappe-là, c'est-à-dire avoir une inflation, parce qu'on va avoir une augmentation des prix des matières premières et du prix du baril, mais avec donc une baisse de la consommation. Donc, on va avoir des soucis pour relancer la croissance.
Donc, le constat est là. Donc, l'analyse, lorsqu'on prend l'analyse des indicateurs économiques sur l'année 2020, donc l'année 2020, c'est une année donc, pour laquelle on a vu l'avant-Covid, donc pendant le confinement et après le confinement. Mais lorsqu'on voit, par exemple, l'impact surtout du premier confinement et disons, l'absorption du choc du Covid sur les principaux pays de la Méditerranée. Par exemple, en Espagne, on a eu une dégradation de moins 18,5% des activités du PIB pendant le deuxième trimestre. En France, ça a été de moins 13,8%. Donc, en Italie, ça a été de moins 12,4%. Et dans des pays qui sont moins capitalistiques et surtout qui sont des pays qui sont plus orientés vers l'export, comme la Tunisie. Donc, la chute du PIB, ça a été de moins 20,4 pendant le deuxième trimestre 2020, ce qui a engendré donc une baisse de moins 8,8 sur toute l'année 2020. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. L'autre élément essentiel, c'est l'augmentation du taux de chômage. Donc ça, c'est un phénomène général, l'augmentation du taux de chômage. Par exemple, lorsqu'on prend les cas des pays qui sont les plus orientés vers les services, vers le tourisme, et donc on prend par exemple le cas de l'Espagne qui avait une augmentation de 355 000 chômeurs. Si on prend le cas par exemple de l'Italie, ça a été donc un nombre aussi important. Pour le cas du Maroc, donc il y avait aussi une augmentation donc, du taux de chômage. En Tunisie, nous avons une augmentation de 133 000 chômeurs supplémentaires. Donc, il faudrait analyser cet élément-là de l'augmentation de chômage. Donc, et nous avons plusieurs études qu'on a élaborées sur ce phénomène-là. Donc, on a vu que lorsqu'on a eu cet aspect de chômage, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont donc perdu leur poste d'emploi, il y avait un mouvement, donc une migration vers l'emploi informel, mais aussi lors d'une étude qu'on a effectuée avec des collègues chercheurs dans le cadre du projet Include, donc on a remarqué aussi que même dans les pays et même, par exemple, dans les différents pays, et surtout en Tunisie, lorsque ça a été le sujet de notre étude, donc il y avait aussi une perte des postes d'emploi, même dans l'informel, donc qui a été de 55 000 postes d'emploi. Et ça, c'est un élément à prendre en considération parce que ça touche des populations vulnérables et ça touche la stabilité sociale des pays. Donc, il y avait deux mouvements. Donc, il y avait l'augmentation du taux de chômage, il y avait aussi la migration du formel à l'informel, mais même aussi au niveau de l'informel, donc il y avait des suppressions de postes d'emploi parce que c'est donc le confinement, donc il a arrêté plusieurs activités qui sont dans l'informel. Pour voir aussi les mesures d'accompagnement, ça a été principalement des mesures d'absorption de choc. Et si on prend par exemple le cas de la France, on retrouve qu'il y avait un dégravement de l'impôt, il y a des prêts de trésorerie, il y a le fonds de solidarité. La même chose aussi qu'on peut retrouver en Espagne, donc avec la possibilité de moratoire de paiement d'intérêts. Ça a été le même cas aussi en Tunisie, au Maroc, dans les différents pays. Et chaque pays, selon ses capacités, ils ont essayé de préserver au moins l'offre et leur capacité de production, de préserver les postes d'emploi, de aussi avoir cette capacité-là aussi à préserver la demande, mais il y a plusieurs problèmes qui sont exposés. Premièrement, la difficulté de la mise en place, et il y avait plusieurs entreprises, plusieurs opérateurs, et aussi, donc, on remarque que les pays qui n'ont pas un bon recensement de la population, des caractéristiques socio-économiques de la population, ça a été plus difficile pour eux d'avoir cette possibilité-là de pouvoir absorber les effets du choc. Mais aussi, donc, nous avons remarqué que même cette phase d'absorption,
Donc, c'est vrai qu'on s'était intéressé plus au secteur du tourisme, au secteur de services, aux entreprises industrielles, mais il y avait d'autres secteurs qui n'ont pas fait l'objet de mesures spécifiques et qu'on retrouve que lors de la reprise, donc ça va être plus difficile dans plusieurs pays, donc y compris la Tunisie, y compris d'autres pays aussi, parce que les secteurs, par exemple, du transport, du manutention, du entreposage, et aussi le secteur agricole, donc ce sont des secteurs essentiels. Si l'activité, elle va reprendre maintenant en 2021, donc est-ce que c'est vrai qu'il y avait des secteurs qui ont été sinistrés et touchés de plein fouet, mais il y avait d'autres qu'il a fallu aussi préserver parce qu'on aura besoin de leur qu'ils soient prêts au niveau de la chaîne de valeur et au niveau de la reprise. Donc, les créations de ces fonds-là, et ça a été, par exemple, le cas de la Tunisie, nous avons la création d'un fonds de soutien. Donc, le réchelonnement des dettes fiscales, ça a été aussi un élément important, mais tout le problème, ça a été la difficulté de la mise en place. Et on revient toujours à l'élément essentiel qui est l'élément de la digitalisation de l'administration et des services administratifs. Donc, l'élément important qu'on remarque au niveau des mesures d'accompagnement, c'est surtout la résilience du secteur privé et des opérateurs économiques. Ils ont mis en place donc plusieurs mécanismes. Donc, ils ont fait appel à des services aux entreprises, donc, et surtout la résilience du secteur bancaire qui a aussi contribué et qui a collaboré avec plusieurs entreprises. Mais ça, donc, on remarque qu'il y a toujours la disparité parce que les TPME, ils étaient le plus touchés. C'est vrai que les grandes PME et les grandes entreprises, donc, ils ont trouvé plus de support de la part du secteur financier que les autres. Donc, et ça, je reviens donc à la problématique des PME et surtout des micro-entreprises. Les micro-entreprises, si on voit par exemple les études qui ont été effectuées par surtout la BAD au niveau du Maroc, au niveau de l'Égypte, au niveau de la Tunisie, on remarque que vraiment les entreprises qui étaient le plus touchées, c'est les TPE. Donc, et ça a été un vrai problème, surtout parce qu'il y avait une très grande baisse en termes de revenus. Ils ont perdu leur capacité de production. La perte au niveau des postes d'emploi était très importante. Si on prend par exemple le cas de la Jordanie, donc 90% des entreprises signalent qu'ils ont une baisse de leurs revenus, donc et 85% ils trouvent que leur activité elle est menacée. Pour le cas aussi de la Tunisie, donc le problème des micro-entreprises qui représentent plus de 90% du tissu des entreprises en Tunisie, donc ça a été, ils étaient les plus touchés et surtout au-delà de l'impact économique, mais l'impact social donc de ces entreprises-là, donc qu'il a fallu prendre en considération. Et on remarque qu'il n'y avait pas des mécanismes spécifiques et une capacité donc de répondre rapidement, surtout aux besoins des TPE au niveau des différents pays de la région. Si on prend par exemple le cas de la France et on prend le cas d'une enquête qui a été effectuée juste sur la région du Rhône et de la Loire, donc on remarque que 74% des entreprises ont opté pour le chômage partiel, 40% ils ont opté pour le télétravail et on va revenir à cette logique de télétravail et surtout vers cette orientation maintenant vers le télétravail et ce qui va entraîner de plus en plus de perte de postes d'emploi non essentiels, donc, et une orientation de plus en plus accrue des entreprises vers la digitalisation, ce qui va faire perdre des postes d'emploi. Donc, et ça, c'est un élément important qu'on retrouve dans les différents pays lorsqu'on parle maintenant de leur manière de faire, c'est principalement en termes de gestion de crise, c'est essayer de minimiser la dépendance par rapport
par rapport aux travailleurs. Et c'est pour ça qu'il faudrait aller de plus en plus vers la digitalisation et aussi privilégier le télétravail, même dans des activités qui ne sont pas normalement donc, adaptés au télétravail, comme l'agriculture ou bien l'industrie, mais maintenant, il y a des développements et de la recherche qui est en train d'être faite dans dans ces secteurs-là. Je voudrais aussi parler de l'enquête qui a été faite par l'ERF. Donc, l'ERF, ils ont effectué une enquête le mois de février. Donc, et on remarque que 51% des ménages ont connu une baisse de revenus. Donc, cette baisse-là, donc, elle a touché de plus en plus les travailleurs indépendants et les travailleurs de l'informel. Donc, et le problème toujours qu'on retrouve, c'est la non-observation de ces catégories-là, surtout qu'il y avait plusieurs mécanismes qui étaient, par exemple, imaginés pour pouvoir les toucher, des plateformes pour les inciter à s'enregistrer, mais on retrouve toujours ces difficultés-là. Ben, au niveau maintenant, en termes de conséquences, donc il faudrait juste il y avait plusieurs éléments que je voudrais mentionner, mais la première chose, maintenant, nous sommes dans la période de reprise avec le début de la vaccination dans les différents pays, mais il faudrait savoir en termes de reprise, est-ce que les chaînes de valeur sont prêtes? Est-ce que les activités de soutien, donc, elles sont prêtes pour la reprise? Ben, si on parle, par exemple, du secteur touristique, est-ce que les compagnies aériennes sont là pour répondre aux besoins et pour assurer le transport aérien? Et c'est la même chose aussi pour les activités, mais aussi, donc, il faudrait se réadapter parce qu'on va avoir un comportement du consommateur qui va être plus averse à la consommation et il faudrait imaginer et avoir de l'innovation pour créer de nouveaux besoins. Donc, mais en plus de ça, donc, on va avoir donc principalement dans les pays qui sont importateurs donc de pétrole, donc et importateurs de matières premières, donc une inflation sous-jacente, une inflation importée surtout des matières premières, donc qui va être corrélée et par l'augmentation du prix des barils qui est aux alentours de 68 et que les prévisions disent que au deuxième semestre, il va être à 75 voire à 80 $, ce qui va être un coût important, surtout pour les pays qui sont en train de subventionner leur énergie et aussi, donc ça va toucher la compétitivité des entreprises. Ça ne va pas être le cas pour les pays producteurs, donc qui vont en bénéficier. Et c'est pour ça donc le secteur de l'énergie et surtout la compétitivité de ce facteur-là va être très déterminante en termes d'attractivité des IDE, en plus de la recherche de la productivité, parce que après cette période de ralentissement, généralement, ce qu'on observe, c'est la perte de la productivité du capital humain, et les pays qui sont en train de mettre des programmes de formation, de réadaptation, donc c'est eux qui vont être le plus aptes à avoir bénéficié de la reprise. Le secteur aussi de santé, donc après cette crise et après la pression, donc il va avoir aussi donc des soucis au niveau de la reprise, et surtout le grand souci, ça va être surtout qu'on va se désintéresser un peu de l'investissement dans le secteur de santé, et ça va être un élément important parce que généralement, lorsqu'on voit toutes les théories et toute la littérature qui parle des pandémies, généralement, il faudrait se préserver, avoir des politiques publiques de santé très claires pour se préserver contre l'apparition d'autres pandémies dans le monde. Le secteur du textile, donc ça va être qui est un secteur important et un pilier fondamental des économies des pays de la Méditerranée, qui fait employer de plus de 60 millions de travailleurs. Mais il faudrait savoir que ce secteur-là donc va avoir des avantages et des inconvénients, et cette capacité, et lorsqu'on va parler de la résilience et de la résilience proactive
et sa capacité qu'il a montré, surtout pendant cette période-là de réactivité et de nearshoring, ça va être un élément important et il pourra bénéficier surtout d'un avantage parce qu'il a monté de la réactivité, il a montré de la célérité par rapport aux concurrents asiatiques et c'est un élément important et c'est parmi les secteurs que plusieurs considèrent comme classiques, mais c'est un secteur qui peut avoir des niches de croissance et surtout de spécialisation et qu'il ne faut pas omettre dans les stratégies industrielles des différents pays. La même chose aussi pour le tourisme, donc qui est un secteur sinistré, mais la reprise du secteur et surtout l'orientation des pays, si ça va être principalement pour le tourisme durable, ça va être de plus en plus important et il faudrait avoir la capacité d'absorber donc la reprise de ce secteur-là, parce que, comme le disent les spécialistes du secteur, ça va impacter les habitudes. Donc, généralement, les gens, ils vont les pays qui peuvent capter les réservations pendant la reprise, donc en 2021-2022, ils vont assurer une reprise à long terme plus que les autres. Donc, l'élément essentiel, c'est qu'il faudrait ne pas oublier, c'est qu'on parle de choc, et lorsqu'on parle de choc, il faut parler de la résilience, et de la résilience réactive, donc à court et à moyen terme, c'est-à-dire la capacité d'absorber le choc. Et maintenant, on va parler de reprise, mais la relance va être pour une résilience proactive et de long terme qu'il faudra aménager et qu'il faudra aussi chercher des secteurs porteurs, des marchés porteurs et surtout, il faudrait se focaliser et aider les entreprises. Et ça, c'est un élément important parce que toutes les mesures maintenant qu'on voit, ce sont des mesures de soutien financier, mais l'élément essentiel, c'est l'assistance technique parce qu'il faudrait trouver de plus en plus d'éléments d'éléments dans la stratégie, dans la technicité, pour pouvoir se repositionner sur des niches, sur de nouveaux marchés, pour trouver aussi des niches pour améliorer la productivité. Et c'est un élément important qu'il faudrait le prendre en considération dans les différentes politiques publiques. Il faudrait s'assurer aussi d'avoir l'assistance technique et surtout les pays du sud de Méditerranée. Je crois qu'ils ont plus besoin d'avoir cette assistance technique parce que ce n'est pas uniquement une question financière, mais il faudrait avoir de la technicité, de l'intelligence pour qu'on puisse assurer la reprise et bénéficier aussi des capacités. Donc, je voudrais juste souligner que le FEMIS a élaboré une série de policy papers, donc, et dans lequel donc, il y avait que la reprise du système économique, donc il faudrait que ce se fait donc, avec un large soutien, avec l'entrepreneuriat national et aussi, donc, il faudrait avoir des mesures de coopération régionale pour la régulation des flux de capitaux pour stopper l'hémorragie des capitaux et aussi la création d'une agence de notation euro-méditerranéenne qui peut donc tenir compte des différents risques. L'autre élément que je voudrais juste terminer, c'est que dans la région maintenant, nous avons la restructuration, la reconstruction de la Libye, pardon, donc, et qui va être une opportunité pour les pays voisins. Il y a aussi donc les changements structurels qui sont dans d'autres pays, donc et ça, surtout dans les pays producteurs de pétrole et qui peuvent être un élément important, notamment pour la Tunisie et pour l'Égypte et pour les pays voisins, pour contribuer et surtout pour assurer une meilleure intégration dans la région. Il faudrait la prendre comme une opportunité. Ce n'est pas une opportunité de marché, mais c'est une opportunité pour bâtir une intégration, soit en termes de convergence réglementaire, soit en termes de convergence des politiques publiques et aussi assurer une bonne connectivité. Donc,
L'autre élément important, c'est que maintenant, nous avons une orientation vers le télétravail, vers la téléutilisation qui vont être maintenant des données au niveau de l'élaboration des politiques économiques, mais on va avoir aussi plus de populations vulnérables. Donc, on va avoir plus d'exclusion. Donc, et il faudrait se soucier de ces éléments-là, sachant que lorsqu'on a vu au niveau de la crise, donc l'aspect genre, il a été très important. Donc, les femmes, ils ont plus perdu d'emploi que les hommes, et c'est un élément qui a été qui n'était pas mis en exergue et discuté surtout pour avoir donner plus d'attention aux entreprises qui sont gérées par les femmes et surtout la perte des postes d'emploi féminins, surtout dans les pays de la Sud-Méditerranée. Et aussi, donc, il faudrait considérer aussi le troisième secteur, donc tout ce qui est les associations et les entreprises qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire, qui sont importants pour la stabilité sociale des pays, qui assurent un rôle et qui ont été touchés parce que leur activité, leur modèle économique, il est principalement dépendant des bailleurs de fonds qu'ils ont eu à se soucier plus de leurs problèmes économiques nationaux. Donc, et l'activité de coopération internationale, elle a été un peu freinée pendant cette période-là. Et ce sont deux éléments qu'il faudrait avoir les avoir donc sous la loupe et les analyser parce que c'est un élément important pour assurer une bonne coopération euro-méditerranéenne. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, Majdi Hassan. Merci, très clair et très complet cette présentation. Thank you very much, very clear and very exhaustive. Moi, ce que je retiens dans vos recommandations, hein, qui sont importantes, au-delà du diagnostic qui fait qu'effectivement vous nous pointez le fait que les plus petites entreprises ont été les moins bénéficiaires de ces plans de relance, en tout cas des pays que vous avez regardés, ce qui est inquiétant, puisqu'effectivement c'est un tissu qui est important en Méditerranée. Ce que vous nous dites, c'est que le besoin, il est beaucoup sur l'assistance technique. C'est à la fois accompagner les évolutions stratégiques des entreprises dans ce contexte de relance, c'est comment elles vont se saisir des opportunités de marché, à la fois d'avoir des visions sectorielles, éventuellement acquérir de la technologie, développer de l'innovation pour se positionner sur ces nouveaux marchés porteurs. Et donc, au-delà de la finance, vous dites qu'effectivement, c'est de l'expertise dont vont avoir besoin les entreprises. Et puis, vous citez un certain nombre de secteurs qu'il va falloir en particulier accompagner dans ce domaine-là, ou qui ont été un peu laissés pour compte: le transport, la manutention, l'industrie, l'agriculture et l'agroalimentaire, le tourisme, bien entendu. Donc, si vous avez des questions pour Monsieur Hassan, mettez-les dans le chat, ou vous pouvez demander la parole. Pour ma part, j'avais une première question pour vous. Je voyais l'impact des différents pays, et on voit que le Maroc, la diminution du produit intérieur brut au Maroc est de moins 5% contre moins 10 ou moins 20% partout ailleurs. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question? Est-ce que vous avez un élément, comment le Maroc a fait pour mieux passer cette crise? Je la traduis en anglais. In your presentation, you mentioned that the GDP impact on Morocco is only less 5%, whereas the other countries it's less 10 or sometimes 20%. How did Morocco make to have a lower impact of the crisis? Do you know that? C'est comme vous voulez. Donc, réellement, on n'a pas regardé principalement le cas du Maroc, pourquoi ça a été fait, mais généralement, il y a des pays où, pendant la période de confinement, ils ont continué à leur production industrielle, principalement de tout ce qui est matières premières, donc les industries extractives. Donc, ça a permis de maintenir un peu donc l'activité et la chute du PIB. D'accord.
for you, your analysis, it's more the economic, the production activity of Morocco, which remained high. In your presentation, actually, you mentioned also the good reactivity, the good capacity to adapt of the textile sector, and we know that there are production capacity in Morocco as well. Vous avez aussi mentionné dans votre présentation le changement des habitudes touristiques. Comment vous pouvez détailler cet aspect-là? Comment vous voyez les choses? Comment ça va se passer dans le secteur touristique dans le futur? So how is going to happen in the touristic sector? You mentioned movement and change of habits of the clients for touristic activity. How do you see that? Tout le problème maintenant, c'est pour tous les secteurs, c'est qu'il n'y a pas maintenant d'études claires sur comment ça va évoluer les habitudes de consommation des différents consommateurs sur les différents marchés. Mais principalement pour le tourisme, donc on va avoir un tourisme qui va être très sensible aux questions sanitaires, aux questions de répatriement et surtout en termes de durabilité et de facteurs de santé. Ça ne va pas être une attractivité parce que vous avez le soleil, la mer ou bien donc une attractivité touristique, mais les gens ils vont être plus sensibles à tout ce qui est donc environnement, à tout ce qui est protection sanitaire et surtout donc comment un pays donné peut gérer donc une crise, et les gens ils étaient maintenant choqués par les problèmes qu'ils ont eu en termes de répatriement lorsqu'il y avait tout ce qui est fermeture des frontières. Donc c'est un élément qui va être essentiel donc pour tout ce qui est risk management en termes et comme ça va être utilisé comme aussi un argument de vente. Okay. So what you say, yeah, for the touristic activities, the customers are much more sensitive to the question of sanitary protection, eventually repatriement brought back to their countries. The environmental issues are questions that are very important. We have a question there. Do you know in Tunisia, est-ce que vous savez en Tunisie quelles sont les mesures qui sont prises d'ores et déjà sur ce secteur du tourisme? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? C'est une question de monsieur ou madame Benia. Oui, en Tunisie, nous avons, il y a plusieurs éléments qui ont été pris en compte, principalement, donc il y a le réchauffournement de la dette des hôtels, etc. Donc il y a aussi le réchauffournement de tout ce qui est contribution sociale. Donc c'est justement pour aider les entreprises à gérer cette période-là. Et je crois qu'il y a aussi un élément qui est très important, donc ça a été une de nos recommandations aussi de notre policy paper qu'on a écrit depuis le mois de mars, juste au niveau du premier confinement, c'est que avoir des programmes de formation aux employés des hôtels, justement pour garder cette productivité et pour garder la technicité. Parce que le risque, ce n'est pas uniquement que les entreprises touristiques continuent à survivre sur le plan économique et financier, mais qu'ils continuent à maintenir leur technicité et leur productivité. Et donc, je crois que c'est un élément aussi important que les autres. On cite beaucoup les incitations financières et les mesures qui ont été prises, mais on oublie cette mesure-là. Et pour moi, c'est une mesure importante parce que le souci, c'est que lorsqu'on aura, par exemple, une reprise au niveau de la saison estivale, donc on retrouve des employés qui ont perdu de leur technicité, qui ne sont pas habitués à travailler avec un débit aussi élevé et aussi qu'ils ont perdu les réflexes habituels. Okay. Yes, you mentioned and you insisted on it in your presentation, the necessity to work on the human capital, on the capacity building, on the training, because in the context of this recovery, there will be new opportunities. There is also change of habit of working with distance working, home office, etc. Here you mentioned it also for the hotel staff who need to remain competitive, and so it's one of your bold recommendation indeed is to insist on human capital development and on the capacity building
in addition to technical assistance to companies. Alors, Tracy DJ, la zone de libre-échange continentale vient d'être inaugurée. Comment comptez-vous travailler avec l'Afrique? Est-ce que la collaboration ou le déploiement vers l'Afrique fait partie des enjeux que vous identifiez à l'ISE ou au FEMIS comme une opportunité pour cette période de reprise ou pas? Ben, c'est vraiment, c'est toujours du classique, donc il faudrait travailler sur de nouveaux marchés, booster plus la coopération sud-sud. C'est justement la zone de l'Afrique et que, par exemple, la coopération sud-sud, ça va être une opportunité surtout pour les entreprises de la région. C'est un élément classique qui revient dans toutes les recommandations. Donc, avant le Covid et aussi après le Covid. Mais je crois que l'élément déterminant, ce n'est pas uniquement que nous avons une zone de libre-échange, mais c'est un peu la connectivité qui va permettre cette collaboration. C'est ça vraiment le souci. Donc, comment peut-on assurer la logistique et la connectivité pour pouvoir le faire? Parce que réellement, maintenant, on va avoir une baisse de la demande mondiale. Donc, Genève va chercher de nouveaux marchés, donc y compris en Afrique. Donc, ça va être un élément encourageant. Mais le bloquant, ça va être aussi la logistique. Et pour ça, il faudrait que les pays qui sont producteurs de pétrole, qui vont avoir plus de ressources pendant la prochaine période, contribuent plus à investir dans tout ce qui est infrastructure logistique. Okay. Yes, about the free trade area in Africa, and is it an opportunity? You said that it's not so much the free trade area, rather than the development of new infrastructure to connect the African markets together. That would drive the future opportunities, economic opportunities within this market, because indeed there is a weakness at the moment in this domain. We have seen that during our last webinar. It was on the topic of relocations and also Economic Research Forum. We discussed this issue of a lack of infrastructures between North Africa and the rest of the continent. And you say that the oil producer country could be, thanks to the possible and the expected relaunch of increase of the oil price, could be leading this development of new infrastructures. Merci beaucoup, Monsieur Majdi Hassan. Merci pour vos présentations. On va passer à Madame Raphaël Simeoni, la présentation de Madame Raphaël Simeoni. Merci, Monsieur Hassan. Vous pouvez rester avec nous. Merci, à bientôt. Oui, bien sûr, monsieur. Je reste avec vous, bien sûr. Ouais. Merci. Donc, on va passer maintenant la vidéo de Madame Raphaël Simeoni. Raphaël Simeoni, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc, on va passer votre vidéo et puis ensuite, on aura un échange avec vous. Très bien. Merci, à tout de suite. Je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire et de tenter de vous expliquer sommairement et de manière efficace, j'espère, l'ensemble des dispositifs d'aide que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place pour faire face à cette crise sanitaire inédite qui a évidemment eu des conséquences extrêmement importantes sur les entreprises de la région et d'une manière générale sur l'ensemble des entreprises dans le monde. Les dispositifs mis en place par la région se sont articulés en fait autour des différentes étapes de cette crise. Il y a eu dans un premier temps évidemment l'urgence avec la mise en place d'outils dédiés à travers le Fonds national de solidarité que la région a cofinancé à hauteur de 35 millions d'euros, avec des dispositifs dédiés également comme le fonds Covid résistance qui a été mis en place avec de très nombreuses intercommunalités et communes de la région. Et puis également avec des dispositifs qui sont toujours en place aujourd'hui et qui ont en fait été soit bonifiés, soit mis en place de manière dédiée. Je voudrais en citer deux qui sont toujours en vigueur. Le premier, c'est le Fonds régional de garantie,
qui a été bonifié à hauteur de 80%. Jusqu'à présent, la région pouvait prendre en garantie des prêts jusqu'à hauteur de 70%. Et dès le début de la crise, et ce jusqu'au 30 juin 2021, cette garantie a été bonifiée pour être portée à hauteur de 80%. Également, le prêt rebond, qui est un prêt extrêmement intéressant, un prêt à taux zéro qui a été mis en place en partenariat avec BPI France, qui a été cofinancé par des fonds européens et par des fonds régionaux. Et qui permet toujours d'injecter 70 millions d'euros dans l'économie régionale. Il reste environ une trentaine de millions d'euros qui sont toujours accessibles aux entreprises. C'est un prêt avec une longue période de grâce qui peut aller jusqu'à 300 000 euros et avec un taux zéro. Donc, toutes ces aides d'urgence, évidemment, elles ont été mises en place dès le début de la crise, comme je l'indiquais. Et puis, progressivement également, la région a souhaité mettre en place des dispositifs plus dédiés à certains secteurs d'activité pour faire face à des problématiques tout à fait particulières et pour aider finalement les entreprises à envisager une réouverture ou pour faire évoluer leurs pratiques. C'est notamment le cas de 3 dispositifs qui ont été mis en place que je cite de manière un peu spécifique. Le premier, c'est le dispositif Réaction en faveur des entreprises du tourisme, qui était un dispositif de petite subvention d'investissement pour aider les acteurs du tourisme au sens large, tourisme, événementiel, à se numériser dans une période où évidemment tout ce qui a relevé, tout ce qui continue à relever de la numérisation est extrêmement important pour les entreprises pour continuer à pouvoir avoir une activité. C'est un dispositif qui a été créé vraiment en faveur des petites PME et des TPE et c'est une aide en subvention qui peut aller jusqu'à hauteur de 5 000 euros. Le même dispositif Réaction a été également décidé au mois d'octobre pour tous les commerçants et les artisans, notamment en centre-ville, et notamment ceux qui ont été, je dirais, frappés de plein fouet par le deuxième confinement qui a eu lieu au mois de novembre en France. Sur la base du même principe, en aidant les entreprises par le biais d'une subvention d'investissement, là aussi pour les aider à se numériser. On pense principalement à du click and collect, comme on dit en bon français, pour aider certaines entreprises qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais qui pouvaient maintenir une activité grâce à ces dispositifs de click and collect, de vente et de présence sur Internet. Nous avons également souhaité, à cette même période, aider les entreprises à payer leurs loyers, notamment là aussi les TPE, les PME qui représentent une part significative du tissu régional, avec la mobilisation d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros qui a pu être délivrée aux entreprises pour les aider à payer leur loyer du mois de novembre. Et donc, c'était une aide là aussi assez exceptionnelle qui a été mise en place en fin d'année pour aider les entreprises donc, à payer leur loyer au mois de novembre. Le troisième temps, évidemment, c'est le temps, je dirais, actuel. C'est le temps qui a commencé à partir d'octobre où, comme je le disais, il y avait à la fois des dispositifs d'aide au maintien de l'activité, mais aussi des dispositifs pour essayer d'envisager une relance qu'on a appelée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la reconquête, pour ne pas forcément utiliser le même terme que le mot de relance utilisé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, mais qui s'inscrivait en complète complémentarité avec les dispositions mises en place par l'État. Le premier objectif de ce plan de reconquête qui a été délibéré en octobre 2020, c'est bien sûr d'accompagner nos entreprises pour qu'elles puissent maximiser, si j'ose dire, la captation des crédits de France Relance. Et puis, on a mis en place des dispositifs particuliers. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'ils seraient évidemment un peu trop fastidieux, mais vous pourrez retrouver l'ensemble de ces dispositions sur le site internet de la région, avec des éléments, je l'espère, clairs pour les entreprises, pour chaque dispositif, à quoi ça sert, pour qui c'est et à qui s'adresser pour faire ces dossiers. L'objectif général de ce plan de reconquête, il s'articulait autour de 5 grands axes et donc de 18 mesures.
Moi, je voudrais insister sur quelques mesures qui sont vraiment directement opérationnelles pour les entreprises. D'autres relèvent plus de travaux de plus long terme pour essayer d'accompagner la transformation de notre économie. Le premier sujet que je voudrais citer, c'est l'effort régional en faveur du renforcement des fonds propres. Beaucoup d'entreprises, dans le cadre de cette crise, ont eu recours à des prêts garantis par l'État ou à des prêts mis en place, y compris d'ailleurs par la région. Et un certain nombre d'entreprises font aujourd'hui face à un mur de dette, avec peut-être des difficultés pour les rembourser. Et l'objectif, c'est bien sûr de continuer à maintenir la capacité d'investissement des entreprises. Donc, on a souhaité mettre en place des dispositions particulières pour renforcer les fonds propres de nos entreprises, rééquilibrer les bilans et ainsi pouvoir continuer l'investissement dans le tissu local. On a donc dédié 10 millions d'euros dans un premier temps au renforcement de Région Sud Investissement, qui est notre fonds d'investissement, je pense, connu de beaucoup d'entre vous, mis en place par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un système de quasi-fonds propres. C'est une première tranche de 10 millions d'euros qui a été financée grâce à des fonds européens, qui a été versée dès la fin de l'année, et de nouvelles tranches sont également attendues en mobilisant des fonds européens. Et tout cela s'inscrit en plus, évidemment, de la trajectoire usuelle de Région Sud Investissement. L'objectif, c'est vraiment le renforcement des fonds propres des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Deuxième action en faveur du renforcement des fonds propres, un dispositif dédié, là aussi sur des quasi-fonds propres, aux entreprises du tourisme et de l'événementiel, dont on sait qu'elles ont été particulièrement touchées d'une manière générale, et évidemment dans notre région où le tourisme et l'événementiel pèsent un poids extrêmement important dans l'activité économique régionale. Et donc un fonds dédié qui s'appelle Investour a également été mis en place à hauteur de 4 millions d'euros en faveur du renforcement des fonds propres donc de ces entreprises du secteur touristique et de l'événementiel. Nous avons également souhaité mettre un axe et apporter des financements complémentaires en faveur de l'innovation. L'objectif est toujours le même, les leviers de croissance des entreprises, il y en a pas forcément, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais en tout cas on sait que l'innovation évidemment est un facteur de croissance, et donc nous avons mobilisé 4 millions d'euros pour financer en avance remboursable ou en subvention des projets innovants d'entreprises. L'objectif étant notamment d'assurer le relais entre le programme des investissements d'avenir numéro 3, qui était réalisé en partenariat avec l'État, et le programme des investissements d'avenir numéro 4, qui est en cours de discussion avec l'État. Et notre objectif était de faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou d'air pour le financement de l'innovation en faveur des TPE et des PME de notre région. Et nous avons donc mobilisé 4 millions d'euros à ces fins. Troisième sujet sur lequel je souhaiterais particulièrement insister dans les mesures mises en place par la région, c'est notre action en faveur de l'industrie. Dans le cadre du plan de relance de l'État, l'État a lancé un certain nombre d'appels à projets en faveur de la réindustrialisation du pays, et notamment à la fois sur certains secteurs stratégiques, il s'agit de l'appel à projet résilience, sur des appels à projets sectoriels dans certaines industries particulièrement touchées, comme l'aéronautique, l'automobile, et aussi des appels à projets qu'on a appelés appels à projets territoire d'industrie, qui sont des appels à projets plus généralistes. Et la région a souhaité faire un effort inédit qu'on a baptisé du nom de 1+1. 1 euro de l'État investi dans des subventions en faveur du développement de l'industrie en région mobilisera également 1 euro de financement régionaux, ce qui permet de doubler finalement l'effort de l'État sur cet appel à projet territoire d'industrie. C'est une mesure assez inédite, et d'ailleurs l'État aujourd'hui qui envisage de donner des moyens complémentaires sur cet appel à projet demande désormais à toutes les régions de réaliser cet effort. Donc je crois que nous avons été précurseurs, et nous avons déjà engagé ou quasi engagé, puisque ça sera fait lors de la prochaine session de la région, 10 millions d'euros en faveur du renforcement de l'industrie régionale. C'est une mesure extrêmement forte et extrêmement emblématique de ce plan de reconquête. Nous avons également souhaité
faire en sorte de donner des moyens aux entreprises qui aujourd'hui se posent des questions en termes de relocalisation. On parle beaucoup de relocalisation de la production, mais on a souhaité avoir une vision un petit peu plus large en se disant comment accompagner les entreprises qui parfois fragilisées par des chaînes d'approvisionnement lointaines, qui ont pu subir des difficultés au printemps 2020, notamment liées aux approvisionnements depuis le marché asiatique. Comment essayer de les accompagner pour qu'elles achètent plus local, qu'elles se renforcent, qu'elles améliorent leur résilience face à tous ces bouleversements mondiaux. Et on a du coup mis en œuvre un dispositif qui s'appelle le Pack Sud Relocalisation, qui consiste en l'accompagnement d'entreprises pour leur donner des conseils, les faire évoluer sur leur plan stratégique, notamment en matière d'approvisionnement. C'est un dispositif qui a plutôt très bien fonctionné, puisque nous avons eu plus de 70 candidatures et qui est en cours de déploiement. Là aussi, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez bien entendu retrouver tous les éléments sur le site internet de la région. Également, dans ce plan de reconquête, la constitution d'un nouveau fonds, un fonds de participation et un nouveau fonds de participation dans des sociétés de projet avec deux axes forts d'investissement. D'une part sur les nouvelles filières industrielles et d'autre part sur les projets liés à la transition écologique et énergétique. Ce fonds est en cours de montage, mais il mobilisera 17 millions d'euros pour la région. L'objectif est de l'ouvrir également à des cofinanceurs privés, mais également de mobiliser la Banque européenne d'investissement qui nous accompagne d'ailleurs dans le montage de ce fonds, avec un objectif d'arriver à un fonds d'un montant de 60 millions d'euros environ. Et ce fonds a vocation à prendre des participations au capital de sociétés de projet et la région se positionne ainsi comme un investisseur de long terme important pour venir soutenir des nouvelles filières, des filières éventuellement en rupture technologique. Et donc, c'est vraiment un nouvel outil sur lequel on compte beaucoup pour pouvoir aider nos entreprises à se développer. Je ne ferai pas forcément, comme je le disais en introduction, toute la liste des mesures qui ont été mises en place par la région, mais elles sont assez nombreuses. J'ai souhaité finalement faire un zoom sur quelques mesures phares. Je terminerai évidemment par l'effort particulier en matière de transition écologique et énergétique avec deux sujets majeurs que nous portons. D'une part, le renforcement des moyens mis en place au titre du parcours d'aide à la transition écologique et énergétique des entreprises, avec là aussi des moyens supplémentaires si les entreprises souhaitent inscrire pour rentrer dans ce parcours de transformation. Et également la mobilisation du fonds de transition juste, qui est un fonds européen, un nouveau fonds européen qui vise les Bouches-du-Rhône, puisque c'est un des départements qui fait face aux plus grands défis en matière de transition écologique et en matière de défis climatiques, compte tenu notamment des grandes industries qui sont implantées sur le territoire. Ce fonds de transition juste, il sera doté de plus de 100 millions d'euros et on est en train évidemment de travailler aujourd'hui avec les industriels pour qu'ils nous fassent remonter leurs projets pour globalement décarboner l'industrie et faire en sorte de rendre vraiment réelle cette lutte contre le changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Tout est disponible sur le site internet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'adresse Plan de Reconquête. C'est très simple à trouver en quelques clics. Et également, comme vous le savez, la région a mis en place un numéro vert qui préexistait à la crise, mais qui est devenu extrêmement utilisé par les chefs d'entreprise puisqu'on a reçu 30 000 appels depuis le mois de mars dernier. Et ces équipes de la région sont évidemment à votre disposition pour vous aiguiller, vous conseiller et vous accompagner dans la mobilisation et la recherche de financement pour vos projets et pour le développement économique des entreprises de la région. Merci à tous et très bonne fin de webinaire. Merci beaucoup, Raphaël Simeoni. Thank you very much. On a bien vu hein, ce que disait avant Monsieur Hassan, c'est-à-dire que
les différents dispositifs. Vous êtes intervenu d'abord en subvention, puis vous intervenez en investissement et aujourd'hui aussi en assistance technique, accompagnement stratégique sur les entreprises. Donc, on voit bien tous les volets. Moi, j'avais juste quelques questions de précision avant de parler des sujets de fond. Le fonds de participation dans les sociétés de projet, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous appelez une société de projet? What is, you mentioned project society, project companies. What is it? Alors, en fait, c'est assez simple. On distingue souvent le financement dit corporate d'une société normale. Et puis, un projet, en général, il a un début et il a une fin. Et souvent, il est adossé à des contrats qui ont eux-mêmes une durée et un modèle économique propre. Donc, je dirais, dans l'histoire, le financement de projet le plus classique, c'est l'adossement à la délégation de service public. Ça, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé, puisqu'on a un projet qui est lui-même en partie rémunéré ou adossé à une autorité publique. Mais ce sont des types de montages qui interviennent de plus en plus largement dans le secteur privé sur des contrats qui ne sont pas forcément adossés à des autorités publiques et qui sont en général des types de montages particulièrement adaptés au financement de projets extrêmement capitalistiques que les entreprises, en général industrielles, ne peuvent pas forcément intégralement garder sur leur bilan. Donc c'est une technique de montage de projet un petit peu dédiée. Et effectivement, Vous intervenez en subvention ou en capital. Donc, c'est une technique bien connue des établissements financiers privés. C'est beaucoup plus rare qu'on ait des financements publics et c'est effectivement en particulier encore plus rare d'avoir des prises de participation au capital de ce type de société. C'est soit lié à la transformation d'une industrie, soit lié à une commande particulière que la société doit honorer et pour lequel elle doit réaliser des investissements, c'est ça? Oui, alors on est plutôt sur des projets en émergence et parfois aussi en rupture qui ont besoin de structures de financement particulières. Les sujets types, ça va être les projets autour de l'hydrogène, autour des nouvelles filières industrielles. En région, on a notamment par exemple le projet dirigeable autour du stratobus. Donc voilà, et tous ces projets nécessitent des dizaines de millions d'euros d'investissement et doivent être financés aussi évidemment par de la dette, mais nécessitent aussi un investissement capitalistique important, souvent avec des consortiums, avec plusieurs industriels. Et donc, on crée une société ad hoc, une société de projet qui va porter ce projet. Okay. So the project companies, in fact, it's consortium or alliances of companies that are created for the topic of a certain contract or a certain purpose. There is a beginning and the end of the project, and the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur give a support in equity, in capital, in investment in this company, which is rather new apparently. Usually it's more private investors that can finance this kind of mechanism, and the fact that a public investor is there is quite innovative. Très bien. Il y avait une question de Monsieur Begnat. Alors les résultats, vous êtes satisfait de tout ça? Parce que d'abord félicitations quand même parce que il a fallu faire preuve, j'imagine, d'une grande agilité pour mettre ça en place rapidement et de le faire évoluer. Quel retour d'expérience? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact de tout ça? Alors, la question de l'évaluation et de l'impact de la politique publique, on pourrait faire plusieurs webinaires sur ce sujet. Très honnêtement, comme je l'ai dit dans mon propos, il y a eu différentes phases. Ces différentes phases ne répondaient pas aux mêmes besoins. Il y a eu effectivement cette phase de mars-avril qui a été, je pense, quand même un choc assez incroyable pour tout le monde. Et puis progressivement, on s'est adapté, on a essayé de faire évoluer nos dispositifs. Donc ce qu'on a évidemment, on a tous les chiffres, chaque mesure fait l'objet d'un suivi particulier, pour tout vous dire, même d'un suivi hebdomadaire sur le nombre d'entreprises qui nous font des demandes, qui nous déposent des dossiers, ceux qui sont acceptés, etc. Donc évidemment, tout ça fait l'objet
d'un suivi très particulier. Certaines mesures sont encore en cours de construction, donc n'ont pas donné à plein encore. Hein. C'est le cas de la mesure dont vous parliez tout à l'heure sur le fonds de participation, qui est en cours de montage. La mesure de l'impact lui-même est un exercice beaucoup plus difficile, je pense qu'il faut se le dire, et y compris d'ailleurs les mesures nationales et y compris ce que disait l'intervenant précédent. C'est aujourd'hui très difficile de mesurer l'impact à la fois de la crise, entre guillemets, et des mesures qui ont été prises. Ce qu'on sait, en revanche, de manière certaine, c'est que oui, les mesures qui ont été prises ont permis de venir en aide, en tout cas pour les mesures strictement régionales, je ne parle pas des mesures du plan de relance, mais à plus de 20 000 entreprises. Donc on sait que ces entreprises-là, sur la phase d'urgence en tout cas, ont eu des besoins et ont trouvé des réponses de différentes natures. Ces réponses sont-elles suffisantes et définitives? C'est une vraie question, puisqu'un certain nombre d'entreprises ont eu recours à des prêts, y compris des prêts régionaux, et je le disais, la question du mur de dette est un vrai sujet, et on essaye de se projeter, mais on ne sait pas encore exactement comment ça va se matérialiser. Aujourd'hui, on pourrait se rassurer en se disant, si je regarde les chiffres, finalement, le taux de chômage en région n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Finalement, le nombre d'entreprises défaillantes, il est même en baisse. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs en trompe-l'œil, en réalité, puisqu'on sait que l'économie aujourd'hui est en partie sous perfusion et que la question de la sortie de la perfusion va être extrêmement compliquée. Quant au plan de reconquête et les mesures plutôt liées à la relance que j'ai exposées un petit peu plus en détail, là aussi, nous commençons la mise en œuvre depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai des chiffres, là aussi, hebdomadaires sur combien d'entreprises ont eu droit à combien et à combien d'emplois ça peut représenter. Mais ça n'est pas aujourd'hui suffisant, le recul n'est pas suffisant pour avoir une réelle vision sur l'impact et sur l'évaluation en termes de politique publique. Yes, about the evaluation, there have been the shock of March and the necessity to react quickly, and then the plans, the support schemes have evolved over the year. There is a monitoring which is every week about the company that has been supported. Some measures are still ongoing, like the project we have mentioned, the project companies we have mentioned. It's always very difficult to measure. Also, what belongs to the region, what belongs to the state support, so it's difficult. But the figure is 20,000 companies that have been supported by the region. Has the support been enough, be sufficient or not? That's still an open question. If we look at the figures, the unemployment has not moved in the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. The failure of companies have not moved as well, even diminished because of, and we know that with all the subsidies from the region, from the state, there is probably a postponement of failures that will happen in the future. The reconquest, as they call their recovery plan, has started only in October, so it's difficult to evaluate it now. But so it's still ongoing. Est-ce que vous arrivez à voir entre ce que fait l'État, comment vous vous êtes positionné? Est-ce qu'il y a une stratégie par rapport à l'État? C'était parce que sur certains sujets, vous estimiez que l'État avait des aides insuffisantes, ou est-ce que vous aviez une politique volontariste sur certaines filières? Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça? Et est-ce que, là je le dis, est-ce que vous avez fait de l'affichage par rapport à des sujets qui étaient importants par rapport à la politique, ou est-ce que vous pensez que le niveau régional a un vrai impact en termes de volume par rapport aux aides de l'État? Je n'ai pas les chiffres en tête. Comment vous vous êtes positionné? Alors, on s'est positionné, nous, toujours en complémentarité et en accompagnement de l'État. Pourquoi? Il faut être très clair. L'État a une puissance de feu et une capacité de mobilisation de crédit que n'auront jamais les régions.
c'est pas le sujet. Les régions n'ont pas vocation à se substituer à l'État. Quand on parle d'activité partielle, qui a été une des mesures phares aussi mises en place par le gouvernement, très très importante pour maintenir les compétences dans les entreprises, pour maintenir un minimum de revenus, un certain nombre de personnes, on parle en dizaines de milliards d'euros. Quand on parle du Fonds national de solidarité, au mois de mars, il est doté, 2020, il est doté de 1 milliard d'euros. On ne sait pas trop comment les choses vont tourner. Aujourd'hui, c'est là aussi des dizaines de milliards d'euros. Donc, je pense que quand on parle du prêt garanti par l'État, on parle d'une garantie de 300 milliards d'euros. Donc, il est évident que l'action des régions et de la nôtre, du coup, ne peut pas se substituer à celle de l'État. Elle n'est pas comparable. On parle quand même d'une fermeture administrative de l'économie, du choc économique le plus important probablement jamais connu hors temps de guerre. Donc, bien sûr, les régions n'ont pas, il faut dire les choses, les régions n'ont pas vocation et n'ont pas les moyens d'investir ou de financer aussi massivement que l'État. Par ailleurs, l'État en France, comme vous le savez, est autorisé à faire du déficit pour financer le fonctionnement, ce qui n'est pas le cas des collectivités locales. Donc, on ne parle pas du tout de la même puissance de feu. En revanche, nous, ce qu'on a je dirais de complémentaire par rapport à l'État, c'est effectivement une capacité d'adaptation de nos mesures à certains secteurs économiques. Nous, on a souhaité, je l'ai dit dans le propos, mais j'aurais pu citer d'autres mesures également, faire des mesures dédiées et complémentaires sur les entreprises du tourisme et de l'événementiel, hein, qui pèsent 13% de notre PIB et qui représentent évidemment un poids très important également en emploi. On a souhaité également ajouter des dispositifs pour certaines TPE et certaines PME qui avaient des difficultés à activer, par exemple, les prêts garantis par l'État. Donc, nous, on vient plutôt en complémentarité ou en renforcement. C'est le cas sur le dispositif 1+1. On n'a pas fait notre dispositif à nous. On a dit l'État a indiqué qu'il avait une priorité autour de l'industrie. Il se trouve que c'est une priorité régionale aussi. Donc, faisons les choses ensemble pour que ça soit aussi plus simple pour les entreprises. En tout cas, on a essayé. C'est souvent un reproche qui est fait aux autorités publiques sur la complexité de mobilisation des dispositifs. Donc, nous, on a toujours été en complémentarité, en accompagnement pour ces raisons-là, et aussi parce que sur le plan France Relance, les priorités stratégiques qui ont été retenues par l'État, à savoir notamment la compétitivité, l'industrie et la transition écologique, correspondent aussi à des priorités hantées portées par la région. Well, the complementarity with the state, obviously the power of the state with billions of euros, sometimes tens of billions of euros or hundreds of billions of euros if we talk about the guarantees. It's huge, and it's not comparable to what a local authority, even a large region can do. It's the highest economic shock that we have seen for the past decades. So it's a huge challenge. In addition, the state is authorized to make deficit, whereas a local authority for the functioning, and not a local authority. So this is also the limit for the local authority. However, the region has decided to push on certain strong sectors like tourism, which represents 13% of the economy here in Provence-Alpes-Côte d'Azur. Also, very small SMEs, MSMEs, who have difficulties to access the state aids, and on which the region wanted to put some emphasis. And Mr. Hassan mentioned that this was a challenge in the region, that there were the least beneficiary of the recovery plans all over. There is this 1+1 complementarity plan, where when the states put one in capital, the region will put one in capital. So they wanted to really act hand in hand with the states, and also because the states' priorities on technology, on sustainable development, environment, etc., corresponded well with the strategy of the region. So it made it possible to work hand in hand and to act in complementarity.
with the view of making it simple because, public aid are sometimes difficult to access. So that was at least trying to. Not sure we succeeded, but trying to. Monsieur Ouagad, vous parlez des indicateurs économiques, mais je crois qu'on les a cités, hein, ces 20 000 entreprises. Madame Simeoni a dit que le taux de chômage n'avait pas baissé, que les entreprises n'avaient pas augmenté. Je veux dire que les défaillances d'entreprises n'avaient pas augmenté non plus et plutôt baissé, mais ça, c'est un peu artificiel. Enfin, elle l'estime en tout cas. Donc, il faut attendre de voir la suite. Je pense effectivement qu'on va se trouver dans les prochains mois dans un effet ciseau très important qu'il faudra qu'on traite. Puisqu'effectivement, pour nous, évidemment, la reprise du tourisme sera quelque chose d'extrêmement important, du tourisme et des événements, hein, du tourisme d'affaires également, l'étendard du Festival de Cannes que tout le monde connaît, mais c'est un vrai sujet pour nous. Aujourd'hui, ça reste une activité qui est totalement arrêtée. Donc, on va avoir un effet ciseau avec des baisses des aides publiques qui vont forcément s'amorcer, une reprise qui va aussi s'amorcer, mais qui ne sera pas la même dans tous les secteurs, avec des changements de comportement, ça a été dit aussi tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, les grands indicateurs macroéconomiques sont soutenus, en partie artificiellement, et je pense qu'on verra, entre guillemets, la vérité des prix à partir de la fin de l'année. Et je précise que nous n'avons pas encore les statistiques sur le taux de croissance, le taux de décroissance du PIB au niveau régional. Ce sont des statistiques qui mettent toujours un peu plus de temps à nous parvenir. Okay. So yeah, there will be a seasonal effect that we will see until the end of the year with the decrease of the public aids. Which will hopefully correspond to a recovery of the economy and of some sectors. There is big challenges and which will be more monitored in the region Provence-Alpes-Côte d'Azur concerning tourism, obviously, because 13% of the GDP, but also big events, festivals, music, artistic festivals, also business fairs. Raphaël mentioned the Festival de Cannes on cinema that is one of the most famous ones. So all this has to be monitored, and what she doesn't know yet is the decrease of the GDP that probably occurred during this year, and that is a figure that will come in the coming months. So far, she cannot say this impact at this moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne crois pas. Merci beaucoup, Raphaël. C'était très, très intéressant et très complet. Et merci. Encore une fois, félicitations aux équipes d'avoir su rapidement. Merci à tous. Je vais être obligée de vous quitter. Merci en tout cas pour l'invitation et très bonne fin de journée à tous. Bye bye everyone. So now let's move to Mrs. Hind Mohamed Hassan from the GAFI, the General Authority for Investment in Egypt. At GAFI, they have prepared a video. Thank you for the good work and creative work of making it nice and Hind Mohamed Hassan, you are with us? Yes. Good morning, everyone. Good morning. Can you hear me? Yes, very well. Good morning to everyone. I'm happy to be invited here for the Anina webinar. Yes, we can show the video. We show the video and then we have a discussion with you. Thank you. GAFI has been working on transforming its governmental services into a digital one, with several features to serve the domestic and global investors. All the world has challenged a lot of obstacles during COVID times since 2019. GAFI started in 2014 to work on the idea of digital transformation.
In 2017, Gafi started to apply the architect of the digital transformation through two joint activities, IBM and Microsoft, to develop the apps through its investment centers, Egypt Investment Map Center and through Fikretek Shirketek Center. Gafi has established Fikretek Shirketek in 2018 to support the entrepreneurial ecosystem and startup enterprises in Egypt. It provides full package of services in different stages of the project. Fikretek Shirketek provides wide range of services to its beneficiaries, such as access to finance, company establishment and legal consultation for entrepreneurs, government relations support to startups that are provided by the government, trainings and workshops, providing wide range of tailored training sessions and boot camps to entrepreneurs and startups, mentorship for startups via one-to-one mentorship sessions for entrepreneurs. During COVID-19 pandemic and due to the safety procedures that Egypt is following at this time, Fikretek Shirketek converted all the services into streamed online as follows. Workshops and boot camps were booked and delivered online through Zoom. Several boot camps were held in cooperation with entities like Ministry of Youth and Sports to enact out cooperation protocols. Fikretek Shirketek launched the Online Entrepreneurship School, which is a series of episodes covering the basics of entrepreneurship and are delivered live on Facebook page. The school is currently running on its 5th round with an online system was developed for entrepreneurs to book live one-to-one mentorship sessions with the members of Fikretek Shirketek team. The sessions were held online through Zoom. In addition, several agreements were struck with external mentors for Fikretek Shirketek matchmaking mentorship with experts in relevant fields. COVID-19 pandemic and the global lockdown measures severely hit the global economy. The IMF estimates that the global economy shrunk in 2020, describing the decline as the worst since the Great Depression. One of the hardest hit areas has been the startup scene. The situation in Egypt was not different. The effect of the pandemic on the startup scene in Egypt, however, was not one size fits all. Despite a general trend of declining demand and revenues, yet startups with better fundamental financial structure were better able to withstand the crisis and mitigate losses. Furthermore, startups operating in economic sectors that were more tech or lockdown friendly were much luckier and even able to benefit from the crisis. Nonetheless, the situation was complicated for the majority of startups due to the following main challenges. First, founders' inability to manage cash. The crisis has shed light on founders' need to monitor cash burn and prioritizing runway so to last as long as possible in hopes for a better economic situation. In this area, advice were given to startups to be creative with finding sources of cash to stay alive, including potentially doing some short-term deals or to develop products or distribution channels that are lockdown friendly and constitute a source of much-needed cash to go on. Second, founders were not well equipped to adopt a working-from-home strategy to manage their teams. In this area, resources and guidelines explaining how to manage business and team from home were able in some situations to help startups start to make profit and customize a home-based revenue model. Third, constrained access to finance has rendered many booming startups idle. That is, while during the crisis some investments were still available, however, fewer deals were being completed and for less capital than prior to the outbreak. In this area, and particularly for startups in an early stage, advice was given to consider business pivoting strategies since the recovery from the economic and financial aftermath of the crisis is uncertain. Accordingly, the General Authority of Investment made efforts to support startups in the previous mentioned challenges, which has resulted in the following.
8 online boot camps were held to support current and potential entrepreneurs have better awareness on how to survive the crisis and develop a business in the meantime. Second, over 30 episodes of فكرتك شركتك online entrepreneurship school were aired through social media, discussing different topics related to entrepreneurship during the crisis for a reach of more than 85,000 viewership. Third, more than 500 one-on-one mentorship sessions were delivered during 6 months of the lockdown to more than 900 beneficiaries, answering their inquiries related to business, legal, financial, or governmental procedure issues, with geographic coverage expanding to include all 27 Egyptian governorates. Thank you very much, Mrs. Mohamed Hassan. Congratulations again for the good video production. Welcome. So we see that this Facultech you presented, it's more and it answers to what Mr. Majdi Hassan said. You focused really much on advisory, technical expertise, camp, etc. Why did you make this choice? Did you identify that it's very interesting what you said also to when you mentioned the cash problem, you helped companies to reflect on new channels of sales, of direct sales and short channels to make sure they could benefit from short-term cash benefits. Was it on purpose or because other countries have distributed subsidies or grants or other? How do you of working on technical assistance rather on financing, or did you work on financing as well? First of all, it was like a crisis and a sudden shock for all the enterprises and the startups in Egypt. We have focused on the technical services to give them to push and regenerate the energies all over the startups. And also we focus on to revisit the business model on this crisis and how to revisit this business on the crisis and on the financial. We have noticed that the investors stopped pushing the money or pushing the grants and the fund to the startups at this time because they have to think or rethink again about the money they will push in the companies. Things like beverage foods, like we have worked with those companies or the startups and the entrepreneurs to perform and how they think, how they rethink again to manage the cash time. And I also we give advices on how to stop or to revisit again and start again for the business model itself. Suffered a lot in this crisis, so half of them are shut down and the effect of the lockdown, or the other half made a distributive innovation and made a new innovation to survive and to support. And of the notice, we have given the priority to some sectors, of course, and this is not a short time situation. This is a long time we have to be aware of, and it will never back again to our real life or to our lifestyle. Startups have to go back and figure out what they are going to do. Whether they are going to pivot or they will shut down. This is a really important question that they have asked themselves in the current situation. And we saw in the videos, we have transforming all our program online through the previous period, starting from the online session we have used to give in the headquarters of Fikretek Shirketek Center, or the one-to-one mentorship we have used to do with the entrepreneurs. We have transforming all the service in order to resume our technical services to those startups and stand beside them. We have talking about the projects and do many online activities. We generated, as I said, around all this difficult time.
And we had many tips concerning a new innovation and new ideas for those people who are on this time or are running down for a long time during this crisis without gaining any profit. Merci, thank you. I translate. Donc effectivement, c'était un choix de faire de l'assistance technique, d'aider les entrepreneurs qui étaient face à ce choc de la crise, pour les aider à transformer leur stratégie, pour les aider à se développer. L'autre innovation majeure, ça a été de transformer tous les services d'appui en ligne, c'est-à-dire de transformer toute l'organisation de ces services qui d'habitude étaient en présentiel en digital. Ça a été un autre défi pour le GAFI. There is a question of Paris Louis from FEMIS. Did you focus on specific sectors like technology or green, or was it Facotech open to any company, any sector, any startup in any sector? As you can say, it is the General Authority for Investment focus on on all stage projects. We have recently on a specific topics. We have always been supportive to the startups and entrepreneurs, and mainly we have worked at sanitary, health, innovation, technology. Actually, the project that made a great success, it was the project that responsible and depend on the technology from the beginning. They have alternative maps and alternative business to survive with the technology and using the technology throughout this time. Because of the lockdown, as we said, we have all been, the human capitals are staying at homes, and we have, as an employees, didn't go to work usually. So we did it. We have pushing the investment in Egypt as we can. Il n'y a pas vraiment de focus sectoriel parce que l'autorité GAFI supporte toute l'économie. Néanmoins, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, en particulier pour l'évolution technologique et en particulier dans cette phase de digitalisation où il a fallu accompagner les entreprises à se transformer, à innover, et notamment pour des enjeux technologiques. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Donc voilà, c'est ça. My question, GAFI, usually you deal with, traditionally GAFI is an investment authority. You deal with inward investment, so larger companies, SMEs, but also foreign companies. With this service, Facotech, we target national startups. When did it start this movement to deal with this type of company? Was it because of the COVID, or was it started before? And is it a new strategy for GAFI to do that? First of all, because we as a GAFI started to deal with the investors in general at the one-stop shop or at the investment center. We have seen since 2017, as mentioned in the video, for digitalizing all the services that we have. But actually, we didn't expect it that we will start as much or as earlier as this. So we have transformed very quickly into a digital. All these plans or all tools are already existed, and we have reinvented to use it with the startups or even with the small and medium, as you said, enterprises in general, and with the investors. We have also in the investment center the technology and how to register their companies online and how to access on the website of GAFI without going to the headquarters of the General Authority for Investment. We also deal with, as a Facotech Şirketek Center, with the entrepreneurs for booking the online sessions online and giving all our services online. We hope that this time has been short for all of us, and we can revive again and back to our sessions, the live sessions that we have used to do in the headquarters of the Facotech Şirketek. So this is our old plan, and this is our reinventing plan for doing such services. Sorry, what Mrs. Hassan is saying is that the services were there, most of them, for SMEs, for companies, for investors. The innovation was to turn them online, and that came because of the COVID-19 situation, and also to target startups, which was
a new area of a new target for Gafi, really to target this company with existing services that were provided to the one-stop shop in Gafi premises initially, and that is now available to all companies from a distance through the digital services. Any other question? We have also Yes, please. Center. We have also the center that we have in Gafi. They started to train the agents and train the investors from a distance side also how to deal with this website and how to deal with registering in a distance remote areas, and how to apply for registering, and how to document and upload all the files needed. We have also made a manual for the investors on the website of Gafi to use. How to register and how to use the tools that we have been using in technology in the investment center. So everything was easy, I think, the previous time, and also the employees inside Gafi were very trained to deal with the technology side of this crisis at this moment. Oui. Ça a nécessité, d'une part pour les entreprises, de mettre en place des guides, des outils pour qu'ils sachent se servir de ces nouveaux outils, et puis tout le personnel du Gafi, bien sûr, qui a dû être formé et qui s'était préparé pour ça, puisque effectivement la stratégie de digitalisation du Gafi, elle ne date pas que du Covid. Il y avait le Investment Map qui a été montré en début de présentation, qui était un outil qui avait déjà été mis en place dans les années précédentes. Donc cette stratégie technologique et de digitalisation, elle ne date pas que du Covid. Et donc voilà, mais c'est un plan qui va avec un accompagnement technique, formation des entreprises qui en bénéficient, mais aussi des personnels du Gafi. I think there is no more questions. Thank you very much, Mr. Hassan. Thank you for being with us. Thank you, Monsieur Emmanuel, and thank you everyone for being invited to this useful webinar. We have always been a pleasure to be in part of Anima Investment Side and also HSMAD. Thank you. Thank you. We are very touched. We are very happy to have you also sharing your experience regularly. And you will be able to find your presentation online on the Anima website, along with other presentations from your colleagues of Gafi on other topics. Thank you. Have a good day. So again, next rendezvous for us. So we'll have a new event on the 20th of May. This will be on the topic of attracting investment in the green economy. Donc le 20 mai, on fait un prochain webinaire sur attirer les investissements dans l'économie verte. On va voir quelles sont les tendances du marché, comment ça peut concerner les pays méditerranéens et quelles sont les stratégies qui sont déjà mises en place dans certains pays. So we are going to see what are the global trends in this green economy, how can it concern the Mediterranean countries, and what are the strategies already implemented in some countries. Then, the 17th of June, we will have a seminar on promoting gender equality through investment and enterprise. So, promouvoir l'égalité des sexes avec les investisseurs et les entreprises. Qu'est-ce que les autorités d'investissement, les chambres de commerce, les réseaux d'affaires patronaux quel impact elles peuvent avoir pour promouvoir l'égalité des sexes auprès de leurs entreprises? What are the leverage for investment authorities, for chambers of commerce, business federations to have a leverage on gender equality among companies in their countries? 22nd of July, we'll have training session experience sharing session on assessment and monitoring of the impact of companies. Le 22 juillet, on aura une session de partage d'expérience sur l'évaluation et le pilotage d'impact des entreprises. Comment on améliore et on peut offrir des services et on mesure l'impact des entreprises au niveau économique, social, environnemental. Voilà, quels sont les outils, les critères, les méthodes utilisées par les différents acteurs du réseau Anima. So how to assess economic, social, environmental, territorial impact of companies, of investors. We'll see the different criteria, methods used by different members of the Anima network. And there will be 3
session of this kind. After July, there will be new other session on this topic in November, October, and December. So it's a long, it's a collection of best practice we want to develop on this topic of impact assessment, because obviously the contribution of companies to sustainable development, especially in the context of post-crisis, is a big challenge. Hein. On aura 3 séminaires sur ce sujet en juillet, en octobre et en décembre, parce que c'est important effectivement la contribution des entreprises au développement durable et de voir comment on peut l'évaluer, comment on peut la monitorer à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. Et donc, voilà, c'est un sujet qu'on va travailler pendant plusieurs webinaires. I would like to thank Mr. Majdi Hassan from the Institut Arabe des chefs d'entreprise. Merci, Madame Raphaël Simeoni de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Thank you very much, Mrs. Hind Mohamed Hassan from Gafi in Egypt for your presentation. I hope this was interesting. And so next month, on the 20th of May, I invite you for the next webinar session. Thank you very much.